Donc, bonjour et bonsoir à tous, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Et bienvenue donc à cette émission spéciale sur Afrique 2050. La Guinée vit donc une séquence politique intense. Après donc l'adoption donc de la nouvelle constitution par référendum, le pays prépare donc une élection présidentielle majeure le 28 décembre 2025. Dans le même temps, la récomposition profonde, pour ne pas dire des récompositions profondes, sont à l'œuvre dans le paysage politique guinéen, notamment au sein de l'UFDG et plusieurs formations politiques, l'un des principaux donc, partis donc, de l'opposition. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir M. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement guinéen et ancien député figure du premier plan de l'UFDG. Avec lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aborderons donc trois grands segments donc, de l'actualité. Le bilan donc, du référendum constitutionnel, l'organisation donc, de la présidentielle de décembre et la situation politique interne à l'UFDG dans un contexte marqué par donc, les tensions avec son leader historique, Monsieur Cellou Dalein Diallo. Donc installez-vous bien et soyez donc à l'écoute. L'émission démarre maintenant. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, bonjour ou bien bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue encore donc à notre émission. Très bien. Bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, voilà. Alors, comment vous vous sentez? Comment ça va? Bon, Allô? disons, ça va très bien. Très OK. sérieusement. Allô, oui. Non, non, ça va. Très sérieusement, je ne peux dire que ça grâce à Dieu. Et grâce à Dieu, voilà, le référendum s'est très bien passé. Alors, Monsieur le ministre, nous allons aller donc très rapidement. On parlera donc de la situation donc dans votre pays, hein. Nous commençons donc par le référendum constitutionnel qui a été donc une étape majeure donc disons cette année. Alors, la première question que je vais vous poser, Monsieur le ministre, quel bilan global tirez-vous de ce référendum en termes de participation, de climat politique et d'impact institutionnel? Plusieurs choses à dire de ce référendum. D'abord, c'est une volonté exprimée du peuple de Guinée de sortir de la transition et de revenir sous l'ordre constitutionnel. C'est une volonté aussi du gouvernement, du président de la République, qui a impulsé cette dynamique-là. Et puis, c'était une attente de la communauté internationale. Et d'une certaine manière, les Guinéens ont massivement, alors là, massivement participé à ce référendum par l'ampleur inédite de leur mobilisation, par le calme qui a prévalu avant, pendant et après ce référendum. Il faut dire ceci entre parenthèses. Depuis les années 40 qu'on fait des élections dans notre pays, c'est la première fois qu'une élection se déroule sans qu'il y ait des violences avant ou pendant ou après. Donc c'est quelque chose, c'est la première fois que nous avons vécu cette élection et tout le monde est content de ce point de vue-là. Donc la participation est très importante. Le choix est clair, près de 90% ont choisi le oui. Les Guinéens ont fait ça dans le calme et la sérénité. Les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées massivement, ont pu anticiper sur toutes les velléités. Et tout ceci dans une ambiance bon enfant. Les Guinéens ont tourné le dos à la charte de la transition pour être sous l'ère d'une nouvelle constitution qu'ils ont adoptée par voie de référendum. Donc, c'est quelque chose de très important pour la Guinée. Mhm, mhm. Quelles sont donc, selon vous, Monsieur le ministre, les principales avancées ou critiques légitimes qui ont donc émergé après donc ce vote? On sait que plusieurs partis donc d'opposition ont appelé à voter, à ne pas d'abord boycotter, et d'autres appelé à voter non. Alors, la critique la plus constante qui est apparue, il se trouvait à deux niveaux. Il faut le souligner, c'est d'abord la durée du mandat présidentiel. Et ensuite, donc, il passe de 5 à 7 ans. Et l'autre, c'est le fait, pour certains, que la Constitution n'ait pas mentionné explicitement la non-candidature des membres du gouvernement et du président de la République. Ça, c'est les deux principales critiques, hein, qui sont revenues systématiquement. Les avancées sont nombreuses. Premièrement, nous entrons dans l'institutionnalisation du droit à la protection
de santé pour tous les Guinéens. Et la sécurité, la protection sanitaire universelle, c'est couverture santé universelle, c'est quelque chose d'important. La gratuité de l'école, l'obligation d'étudier pour les enfants de 5 à 17 ans et la prise en compte du genre, la prise en compte du handicap dans la promotion de nos concitoyens. Le fait que l'État avait désormais l'obligation de concourir à la dignité de ces personnes les plus âgées et de ces personnes les moins dotées de ressources économiques. Donc, ce sont des avancées sociales très fortes. Maintenant, pour répondre un peu à la critique, la Constitution, elle l'a souligné, elle n'a pas vocation à parler des personnes, à parler de tel ou tel peuvent être ou non candidats, parce que ce n'est pas un document, ce n'est pas une loi qui est censée être changée chaque jour. Donc, ça aurait pu être une faute grave que d'inscrire dans la Constitution que telle ou telle personne ne peut pas être candidate. La deuxième chose, c'est la durée du mandat. C'est vrai, au cours des 15 dernières années ou même des 20 dernières années, la tendance partout, y compris en Afrique, est de réduire les mandats présidentiels de 7 ans pour les aligner sur 5 ans. Ceci a un inconvénient majeur pour les Africains. L'Afrique n'est pas le président Trump aux États-Unis, le président Macron en France ou même certains présidents des pays les plus développés. On ne demande pas à leur chef d'État de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, parce qu'ils ont déjà réglé les problèmes fondamentaux de développement de leur pays. Ce qui n'est pas le cas des pays africains. Donc, il n'est pas normal qu'on aligne la durée de nos mandats comme les pays dont la seule mission, entre guillemets, est de garantir une paix et de redistribuer le circuit économique qu'ils engrangent pendant leur mandat. Les Africains, on attend de nos chefs d'État qu'ils construisent des routes, qu'ils bâtissent des hôpitaux, qu'ils aménagent les environnements, qu'ils protègent tout ceci, qu'ils donnent de l'éducation, qu'ils donnent de la croissance économique, qu'ils donnent de la nourriture aux gens. Voilà, les défis sont immenses, la charge sur les épaules de nos chefs d'État sont importantes. Un délai plus long et plus approprié pour faire face à toutes ces exigences-là. En quoi cette nouvelle constitution constitue-t-elle, disons, marque-t-elle, j'allais dire, selon vous, un tournant politique pour la Guinée? Vous avez commencé déjà à élaborer. Alors, bien sûr, parce que il y a très longtemps qu'on ne s'était pas doté d'une constitution dans le calme et la sérénité. Très longtemps. Même la constitution de 2000, de 90 plus de 2002 et celle de 2020 ont été vraiment adoptées dans le sang, d'une certaine manière. Cette constitution-là marque une certaine rupture par rapport à ça. Et puis, il y a l'introduction aussi de la double chambre au niveau parlementaire. On a une chambre sénatoriale qui vient s'ajouter à la chambre parlementaire pour faire l'Assemblée nationale dans notre pays. Donc, c'est deux choses qui sont très importantes. Ça veut dire que les collectivités vont avoir un plus grand nombre de représentations. Le nombre de députés évolue. On passe de 114 à 147 députés. Donc, c'est quelque chose d'important. Les choses avancent dans ce sens-là et c'est une prise en compte aussi de l'évolution démographique que notre pays a connue depuis ces dernières années. Et puis, tout ceci arrive dans un contexte économique extraordinaire avec, comme vous l'avez suivi, la notation par Standard Poor's de la Guinée qui passe de quasiment zéro à B+, à raison des performances économiques, de la transparence, de la qualité de la gouvernance qui ont été imprimées dans notre pays depuis quelques années. Monsieur vous avez parlé tout à l'heure d'un succès populaire, compte tenu du fait que l'UFDG, qui est donc la plus grande formation politique, pour ne pas dire l'une des plus grandes formations politiques en Guinée, ayant appelé à ne pas à boycotter ce scrutin. Et selon vous, il y a eu donc un succès important. Est-ce qu'on peut parler d'aujourd'hui d'une récomposition de la classe politique guinéenne? Il faut faire attention, Jacques. Ce n'est pas l'UFDG qui a boycotté, non. Il y a un petit groupe à l'UFDG qui a appelé au boycott. Oui. Moi, je vais vous dire les statistiques. Dans toutes les préfectures de Guinée, les responsables de l'UFDG, membres de la direction nationale, les anciens députés de l'UFDG que nous sommes, les différentes fédérations UFDG, de l'ensemble de la région de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée et de quelques préfectures de la Moyenne-Guinée ont participé massivement. C'est ce qui explique le score extraordinaire qui a été obtenu dans nos fiefs, dans les fiefs de l'UFDG. Donc il y a une grande participation des militants, une grande participation des responsables de la direction nationale. Maintenant, il y a un petit groupe qui s'est mis de côté
souvent de l'extérieur, qui a appelé certains, à ceux qui les croient, de ne pas participer. Mais la réponse est arrivée sur le terrain. Les militants de l'UFDG ont dit, ça suffit, cette opposition brutale, ça suffit, il faut aller dans la construction de notre pays. Et c'est ce qu'ils ont exprimé en participant massivement dans le vote du 28 septembre. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut donc pas qu'on se trompe pour dire que la direction de l'UFDG a appelé au boycott. Non, la direction de l'UFDG n'a pas appelé au boycott. Il y a Cellou Dalein qui a appelé au boycott et qui n'a pas été suivi. Et Cellou Dalein, ce n'est pas la direction nationale de l'UFDG. La direction nationale de l'UFDG, c'est 350 membres qui composent la direction nationale de l'UFDG. Donc l'immense majorité ont participé au processus de campagne électorale pour appeler à voter oui pour ce référendum. Donc, nous pouvons, sans nous tromper, dire que l'UFDG est dans cette dynamique positive de construction de la Guinée. Alors, on parlera donc de l'UFDG tout à l'heure, Monsieur le ministre, mais avant, parlons donc des élections présidentielles le 28 septembre, c'est ça, 2025. Monsieur le ministre, le pays se tourne maintenant vers donc une élection, j'allais dire, importante et cruciale, la présidentielle du 28 décembre prochain. Alors, d'où la première question. Euh, Où en est-on aujourd'hui avec le chronogramme, Monsieur le ministre? Pouvez-vous confirmer la tenue de ce scrutin à la date prévue? Oui, d'abord parce que il avait été prévu, ensuite parce que le chef de l'État a pris un décret pour convoquer le corps électoral guinéen à participer à ce scrutin majeur qui aura lieu le 28 décembre. Donc, sans aucun doute, nous allons voter le 28 décembre, pardon, pour élire notre président de la République que nous espérons très rapidement pour que l'année 2026 consacre le retour définitif sur l'ordre constitutionnel et doter notre pays, la dotation de notre pays d'un président élu et qui permettra à la Guinée de renouer avec sa croissance, de se retrouver sur ses fondamentaux pour donner de la prospérité à son peuple. Mhm. Autant pour moi, c'est donc le 28 décembre 2025 d'élection présidentielle. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes donc sont prises pour garantir un processus libre, transparent et crédible? Oui, on a d'abord les principes. On n'a pas voulu enfermer l'élection présidentielle dans les partis politiques comme ce fut le cas au cours des 40 dernières années en Guinée. Cette élection, elle est ouverte aux indépendants. C'est pour ça, candidat, la candidature des partis politiques, puisqu'elle est ouverte aux indépendants. Donc, on peut être un candidat indépendant. Il ne faut pas donc lier. Si on n'est pas candidat, c'est qu'il y a d'autres conditions qui ne sont pas réunies pour la personne. Donc, ça, c'est déjà une chose. Ensuite, les participants sont invités à participer au processus de préparation de ce scrutin-là. Donc ça, c'est aussi très important, d'où l'appel à candidature qui a été lancé et la mise en place des commissions d'observation, des commissions pour suivre l'ensemble des étapes du processus électoral. Donc ce sont des éléments qui vont concourir à renforcer la confiance entre les acteurs et la structure publique qui doit organiser cette élection, mais aussi à renforcer la crédibilité de ce que nous faisons au regard du peuple de Guinée devant la communauté internationale. Donc, tous les éléments sont réunis pour un scrutin transparent et inclusif. Maintenant, c'est à l'issue du scrutin qu'on pourra tirer les leçons pour savoir que tous les engagements ont été tenus, dans quelle proportion, et on pourra, et pour nous servir d'éléments de base pour soit améliorer, soit pour corriger les trajectoires pour les autres élections à venir. Mhm, mhm. Alors, quelle sera donc la place des partenaires internationaux, notamment la CEDEAO, l'UEA, l'Union européenne, des observateurs et qui accompagneront donc ces élections? Est-ce que vous avez déjà prévu une place pour une question de Oui, transparence? non, mais vous savez, ils étaient déjà venus observer le scrutin. Ils seront la bienvenue pour participer au scrutin à venir. Donc, nous mettrons nous prendrons toutes les dispositions pour une plus grande participation des structures internationales pour observer ce scrutin parce que cela aussi concourt à la transparence et à la crédibilité du scrutin. Donc, nous ferons tout ce qu'il faut pour que tous qui veulent
venir prendre part pour nous permettre d'améliorer, de juger et de crédibiliser ce scrutin. Donc, tous les éléments vont être réunis pour ça et nous sommes disposés à jouer le jeu de façon très claire. Et ma foi, leur participation et le compte-rendu qu'ils ont fait de leur participation au scrutin du 21 septembre dernier était plutôt réconfortant. Alors, comment le gouvernement répond-il aux inquiétudes des partis politiques sur l'équité et la recomposition électorale? Et ensuite, certains beaucoup parlent d'exclusion. M. Sidia Touré et M. Sédou Dalein Diallo n'ont pas pu se faire enrôler. Alors, évidemment, il faut faire deux choses. Vous savez, il y en a qui ont voulu jouer au spectacle pendant cette période d'enrôlement. Il faut rappeler ceci. Le recensement en Guinée, le recensement a duré plus de 2 mois. Plus de 2 mois. Et ça concernait tous les Guinéens dans leur lieu de résidence. C'est très important. Ça veut dire quoi? Si moi, Ousmane Gawal, pendant la période d'enrôlement, je me retrouve à Washington en vacances, je ne peux pas me faire enrôler à Washington. Si ça me trouve à Gawal, qui est ma préfecture d'origine, je ne peux pas me faire enrôler à Gawal parce que ce n'est pas là-bas que se trouve ma résidence principale. Et ça, c'est ni ma résidence principale, ni ma résidence secondaire. C'est très important cela. Lorsque les gens ont voulu se faire enrôler à l'étranger, ils ont dit à tout le monde qu'ils avaient les papiers de l'ambassade attestant qu'ils sont des Guinéens établis à l'étranger. Pourquoi cela n'a pas été diffusé dans les médias? Ils sont si prompts à annoncer des choses. Ce n'était pas le cas. Jusqu'à preuve du contraire, la résidence principale de ces leaders politiques se trouve à Conakry. D'abord, même pour être leader des partis politiques dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui est nécessaire pour chacun d'entre nous de comprendre. Donc, leur résidence principale, c'est à Conakry. Ils ne peuvent pas se lever pour aller se dire, OK, je suis en séjour dans ce pays, il faut me faire enrôler. Cela viole les principes établis, cela viole les dispositions qui ont concouru au recensement de nos compatriotes. Donc ça, c'est très important. Ces systèmes-là ne visent pas une personne en particulier. La preuve, je vais vous dire, lorsque l'épouse de Senou Dalein, Alimat, ses épouses d'ailleurs, ces deux, quand elles ont voulu se faire enrôler, elles ont pris l'avion, ils sont allés s'enrôler à Conakry. Ils ne sont pas restés, ils ne sont pas restés à Dakar ou à Abidjan en disant c'est ici que je vais m'enrôler, mais parce qu'elles savent pertinemment que leur résidence se trouve à Conakry et personne n'y a opposé un obstacle. Pourquoi donc se mettre en spectacle? Parce que simplement la volonté consiste à jeter le discrédit sur les institutions et le pays. Ça, c'est devenu le jeu favori de certains de ces leaders politiques. Mais les Guinéens ne se trompent pas, ne se dupent pas, la communauté internationale ne se laisse pas griser non plus par ce spectacle. Chacun a pu mesurer euh, et séparer la vérité des informations infondées. Alors, certains évoquent un risque de glissement du calendrier. Que leur répondez-vous? Quel calendrier? Le Quel calendrier calendrier? Parce que pour les élections présidentielles. alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'ils veulent dire par là, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est une date qui a été fixée pour les élections, ce n'est pas un calendrier qui a été communiqué. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. On nous a donné une date claire qui a fait l'objet d'un décret pris par le chef de l'État. Si, ma foi, des conditions catastrophiques devraient amener à déplacer ce délai, cela ferait aussi l'objet d'une explication pédagogique pour que chacun comprenne. Mais à ce jour, nous ne nous orientons pas vers ce chemin-là. Il n'y a à ce jour aucune indication que cette date va être déplacée pour le scrutin présidentiel. Alors, parlons de votre parti politique, l'UFDG. Monsieur le ministre, au-delà donc de votre rôle gouvernemental, vous restez donc une figure majeure de l'UFDG. Le parti traverse actuellement donc une période délicate, marquée donc par des tensions internes et des enjeux électoraux, j'allais dire, déterminants. Alors, parlons de la situation juridique de l'UFDG. Que pouvez-vous nous faire? Est-ce que vous pouvez nous faire quand même le point clair sur la situation juridique actuelle de votre parti?
Merci, Jacques. Qu'est-ce qui se passe à l'IFDG depuis 3 ans? Quel est le problème? Qu'est-ce qui nous amène à cette situation de crise? Tout d'abord, il faut que je rétablisse un certain nombre de faits. Quand j'ai été nommé ministre de l'Habitat et porte-parole du gouvernement, ce n'est pas à l'UFDG qu'on a demandé est-ce que Ousmane Gawal va être nommé parce que ce n'est pas un gouvernement d'union nationale des partis politiques. C'est un homme, le président Mamadi Doumbouya, qui a choisi parmi les Guinéens ceux avec lesquels il estime pouvoir travailler pendant cette période de transition. Et j'ai fait partie de ces choix-là. Bien sûr, au lendemain de cette désignation, j'ai reçu les félicitations de toute la direction nationale du parti. Tous. Les délégations de l'IFDG sont venues de toutes les préfectures pour féliciter leurs camarades, leur ami, leur frère qui a été choisi par le président Mamadi Doumbouya comme membre du gouvernement. Certains ont fait des déclarations, c'est le cas de Selou Dalé, de Aliou Kondé, de Souleymane Souza, actuel chargé de communication, de Chérif Ba. Tous ces cadres ont fait des déclarations élogieuses à mon endroit. Mais dans ce cas-là, donc, ceux qui aujourd'hui essayent de dire que le fait de partir travailler avec le CNRD est la source du conflit avec l'UFDG, qu'ils relisent un peu l'histoire récente de cette désignation. Le lendemain de ma désignation, le parti a fait une déclaration officielle de réjouissance et de soutien à cela. Chacun a reconnu les qualités. Dans ce cas, où est le problème? Le problème est parti du fait que j'ai indiqué à Selou Dalin et à la direction nationale du parti ma volonté de briguer le poste du président de l'UFDG à l'occasion du prochain congrès. Voilà la source du conflit. À partir de là, je suis l'homme à abattre, je suis le traître, je suis celui qui a détruit le parti, je suis ceci, je suis cela. Pour un parti libéral qui revendique un combat démocratique, de respect de la diversité d'opinion, de la pluralité de l'opinion, du respect de la liberté de la parole, du respect de la liberté d'opinion. Voyez-vous comment il se comporte? Juste parce que j'ai dit que je vais être président de l'UFDG. Mais ça ne suffisait pas de jeter euh, sur moi toutes les critiques et les injures, et même les attaques physiques. Les gens ont suivi comment il y a une horde de jeunes instrumentalisés se sont jetés sur moi à New York, au Libéria et un peu partout. Mais est-ce que cela m'a détourné de mon objectif? Non. Est-ce que j'ai réagi en répondant à ces provocations? Non. J'ai continué de rassurer. J'ai continué de persister sur cette volonté-là, d'aller récupérer l'IFDG des mains de ceux qui ne veulent ni le progrès, ni l'ouverture démocratique, ni la démocratie dans notre pays, ni le consensus pour développer notre pays-là. Donc, le conflit est à ce niveau-là. Et lorsque j'ai été arbitrairement exclu par un petit groupe de 8 personnes, dont les 4 ne sont même pas membres de l'instance habilitée à siéger lorsque mon nom est évoqué. Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui parlent là, qui sont dans le parti, c'est des gens qui ne devraient même pas dire mon nom. Si on regarde nos positions dans les instances de l'IFDG, moi, je suis dans les 2 instances les plus élevées du parti. Et c'est Loudalé m'y a trouvé. Donc, malheureusement, comme ils sont instrumentalisés par des gens dont le souci est de concourir à renforcer ces tensions dans le pays, il n'y a pas de problème. Donc ça, malheureusement, ça fait que je n'étais pas d'accord de l'exclusion. D'abord parce que sur la forme, elle ne reposait sur rien, parce que le statut de l'IFDG respecte les présomptions d'innocence et stipule que lorsqu'une personne doit faire l'objet de sanctions, celle-ci doit d'abord être prévenue et qu'on lui donne la possibilité de se défendre devant une commission de discipline jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été prouvée pour lui infliger une sanction. Ça, c'est dans les statuts de l'IFDG et le règlement intérieur de l'IFDG. C'est dans nos textes fondateurs.
Pour ce qui me concerne, personne ne m'a indiqué quelle est la faute que j'aurais commise. Personne ne m'a invité dans une commission de discipline. Personne ne m'a jugé. J'ai juste vu dans les réseaux sociaux un document indiquant que Cellou Dalein et le conseil politique ont décidé d'exclure Ousmane Gawal. D'abord, Cellou Dalein ne peut pas exclure Ousmane Gawal. Le conseil politique ne peut pas exclure Ousmane Gawal. L'exclusion des militants de l'UFDG ne peut être prononcée que par le bureau exécutif national à l'occasion d'un congrès ordinaire ou extraordinaire appelé. Il n'y a pas d'autre procédure. Donc l'exclusion est très bien encadrée par les statuts de l'UFDG. Donc si quelqu'un se lève pour dire que lui, il a prononcé l'exclusion d'Ousmane Gawal, il faudrait bien qu'il apporte la preuve de la légalité de ces actes-là. Malheureusement, lorsqu'on a été devant le tribunal n'a posé que quelques questions. Est-ce que vous l'aviez informé des infractions qu'il aurait commises? La réponse a été non. Est-ce que vous l'avez invité devant vos conseils de discipline? La réponse a été non. Est-ce que vous l'avez jugé? La réponse a été non. Alors, si vous ne respectez pas l'action, a ordonné l'annulation de la décision. Et comme il y a toujours des extrémistes qui croient qu'ils peuvent aller à l'encontre du droit et des principes juridiques, ils ont décidé de faire appel. Nous sommes à cet endroit-là. Maintenant, il y en a qui ont voulu profiter de cette période d'appel pour la réintégration de toutes les personnes exclues arbitrairement et que la compétition puisse s'ouvrir de façon légale. En même temps qu'ils revendiquent des droits dans le pays, ces mêmes droits élémentaires, ils les refusent à des gens dans le parti. Mais quel message nous voulons envoyer à nos compatriotes guinéens et à la communauté internationale sur notre capacité à respecter les tirs de façon quasiment autocratique lorsque c'est les droits des tiers qui doivent être respectés. Donc voilà la situation. Aujourd'hui, nous sommes suspendus à la décision de la Cour d'appel. Entre-temps, le ministère de l'Administration du Territoire a décidé de suspendre l'UFDG pour les manquements graves constatés à l'occasion de l'évaluation qu'avaient initiée les partis politiques. Entre autres, le fait que l'UFDG n'a même pas pu communiquer la liste nationale, la liste de la direction nationale du parti. À ce jour, et M. Jacques, oui, moi je vous invite à mettre au défi tous les membres qui revendiquent qu'ils sont la direction nationale de publier la liste de la direction nationale, les 350 membres de la direction nationale élus au congrès de 2015. Demandez-leur de les publier. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et cette liste n'est pas une liste clandestine. Parce que c'est la direction nationale. Le gouvernement d'un parti ne peut pas être clandestin. Parce que c'est un parti qui est légalement agréé. Ou bien? Si, si. OK. Moi, je leur mets au défi de publier cette liste-là. Elle n'existe pas pour la simple raison que cette direction nationale ne s'est jamais réunie depuis 2015 au quorum, en respectant le quorum, c'est-à-dire avec 200 et 2 tiers de membres, ne s'est jamais retrouvée en réunion de bureau exécutif national. Parce que 350, il faut au moins que les 2 tiers soient réunis pour qu'on atteigne le quorum nécessaire pour tenir nos réunions. Ça ne s'est jamais passé depuis le congrès de 2015. La deuxième, ils ont déposé un document qui était faux en écriture, où ils ont dit qu'en 2020, on s'était retrouvé pour décider de la prolongation des mandats de tous les élus. Quelle supercherie. En 2020. Moi, je n'étais pas mort, hein, je n'étais pas exilé, j'étais à Conakry. Si ce congrès a eu lieu là-bas, il faut qu'ils disent qui a participé, où ça a eu lieu, comment ça s'est passé. Pourtant, ils ont pu produire un procès verbal d'une telle réunion qu'ils ont fourni à l'administration du territoire qui a rejeté ce document. Le troisième, c'est les comptes bancaires. Comment justifier qu'un parti comme l'IFDG, qui a des ressources financières et des équipements et du matériel, n'ait pu avoir justifié un compte bancaire opérationnel? Ce n'est pas le numéro de compte, hein, mais un compte dans lequel il y a des entrées et des sorties d'argent qui justifient son activité, pour soutenir son activité. On n'a pas été capable de le prouver. Donc, c'est tous ces manquements-là qui ont amené l'administration du territoire à prendre une mesure conservatoire de suspension du parti jusqu'à ce qu'il puisse se conformer à la loi.
Voilà la réalité. Une Donc, il y réhabilitation. a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui menacent le parti, qui n'ont rien à voir avec le contentieux Ousmane Gawal et certains responsables du parti. Une réhabilitation, selon vous, est-elle envisageable avant la présidentielle 2025 La réhabilitation de qui? de l'UFDG, en fait, de la décision de justice de l'UFDG? Mais il n'y a aucune disposition qui est prise pour aller dans ce sens-là. Mais Jacques, si Mhm. un parti ne peut même pas fournir la liste de sa direction nationale, il y a un problème. C'est quand même pas la mer à boire. Et puis, si on n'a pas fait fonctionner notre compte, on n'a qu'à dire qu'on n'a pas de compte opérationnel. On n'a pas besoin de fabriquer du faux. Donc, si, Parce que c'est que l'administration essaye d'amener les partis politiques à fonctionner conformément à la charte des partis politiques. C'est cela. Les partis politiques sont soumis à une loi de fonctionnement et un certain nombre de transparences. Vous devez avoir la liste de vos donateurs, comme tous les pays. On ne peut pas prendre l'argent de n'importe qui pour les utiliser dans le fonctionnement d'un parti politique. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la liste, par exemple, des donateurs. On doit savoir combien ils ont donné, où l'argent est parti, comment cet argent-là est utilisé. Sinon, c'est de l'abus de biens sociaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais tout ceci peut s'expliquer dans la transparence. Mhm, mhm, mhm. Alors, monsieur, est-ce que cette suspension signifie-t-elle que le parti est juridiquement empêché de présenter un candidat en décembre, un autre candidat, tout en sachant que M. Dallin lui-même, n'étant pas sur la liste électorale, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se présenter? Non, lui, il ne peut pas se présenter. Maintenant, lui, son Oui. problème, c'est de considérer que ça, lui, l'IFDG n'existe pas. Hmm. L'IFDG a existé avant Cellou Dalein. Et ça va continuer à exister après lui. C'est cela le message qui est important qu'il faut conserver. Mais lui, il considère que s'il n'est pas là, le parti doit être détruit. C'est pour ça que tout ce qu'ils font aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est pour conduire vers la destruction du parti. Ils ne font rien pour que le parti survive, pour que le parti continue son chemin de transformation et d'adaptation. C'est dommage. C'est Mhm. dommage. Mhm, mhm, mhm. Dans ces conditions, Monsieur le ministre, l'UFDG a donc appelé, on l'a dit tout à l'heure, à voter non ou bien même à s'abstenir lors du référendum. Est-ce qu'avec le recul, estimez-vous que cette stratégie a eu l'effet politique escompté ou bien le contraire? Non, l'appel à voter non n'a été suivi nulle part. Même dans son village, vous avez vu le score que Daleng a mobilisé. Le village de Daleng s'est massivement mobilisé. Donc, cet appel au vote n'a été suivi nulle part. Vous savez, au rejet ça a été suivi nulle part. Les Guinéens ont tourné le dos à ces formes de crise à répétition. Nous voulons la paix, le calme, la sérénité, le dialogue pour pouvoir trouver des mécanismes de résolution de nos contradictions, autrement que par les rapports de force. C'est ce que les Guinéens veulent aujourd'hui. Et c'est ce message qui a été envoyé. Maintenant, c'est aux responsables de l'entendre, de cette oreille. Mhm, mhm. Est-ce que vous considérez toujours comme membre de l'UFDG où vous avez pris vos diplômes? Mais cela, non seulement ça ne fait l'objet de conduite, mais le Congrès ne se fera pas sans notre participation. Je l'ai déjà dit, Mhm, autorisés à avancer, nous avancerons. Ceux qui veulent participer à ce congrès avec nous se soumettront au débat et pour permettre à l'ensemble de l'opinion de déterminer qui est qui dans le parti. Parce que les légendes sont tellement énormes dans certains endroits où on a l'impression que sans Cellou Dalein, Ousmane Gawal n'existait pas. J'ai dit aux gens que j'existais 20 ans avant lui, avant même de le connaître. Donc, il a son parcours fort appréciable qui est le sien, mais moi, j'ai mon parcours qui n'est pas négligeable non plus, parce qu'au moment où je le connaissais, moi, j'étais déjà majeur. J'étais père de famille depuis plusieurs années. J'étais marié depuis plusieurs années. J'avais déjà connu des grands événements mondiaux comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, les Jeux africains. J'avais connu des choses dans ma vie avant. Et j'étais un acteur politique 20 ans avant de le croiser. Et c'est très important que les gens comprennent ça. Moi, je l'ai croisé en 2005, en 2007, mais en 2006, en 86,
en 86, j'étais déjà un jeune acteur politique, alors même que les partis politiques là se cherchaient dans la clandestinité. Nous étions là. Nous faisions partie des tout premiers jeunes Guinéens politisés, si je puis ainsi le dire, après la Première République. Donc c'est très important que les Guinéens comprennent ça, mais ceci ne peut se donner que dans un dialogue par la pédagogie entre nous tous pour que l'on puisse séparer les choses qui se disent aujourd'hui un peu partout à travers dans certains milieux. Alors, plusieurs cas d'influents de l'UFDG comme Celo Baldé ont décidé donc de rejoindre le gouvernement. Avez-vous donc joué un rôle dans ces rapprochements, monsieur le ministre? Écoutez, d'abord, c'est les acteurs qui ont joué le rôle important parce que quelle que soit notre volonté, si le Baldé et le président de la République n'avaient pas la volonté de le faire ou si le Baldé n'avait pas la volonté de venir, ça ne se serait pas fait. Donc c'est à eux qu'il faut d'abord rendre hommage et respecter. Nous, notre rôle, c'est d'aider par la pédagogie à dissiper les crises et à dire qu'il y a une autre voie, il y a une autre alternative à l'affrontement. C'est cela notre rôle et c'est ce que nous continuons à jouer. Mais au-delà de Celle Baldé, il y a beaucoup d'acteurs. Le premier plan de l'IFD qui sont là, vous avez Mohamed Lamine Diallo, qui est l'un des membres fondateurs de l'IFDG. Il fait partie des 8 premiers membres fondateurs du parti avec l'actuel Premier ministre Baouri. Il est avec nous. Vous avez les malades au quête trésorier, les Alpha Bakar, les Tchangel. Vous avez les honorables députés Jules Dessau, les honorables députés de Tugé, de Labé, de Mali, de Kundara, de Gawal, de Boké, de Kank. Tous ces gens-là se sont retrouvés avec nous. Et les responsables, les secrétaires fédéraux des fédérations de Kankan, de Kerouane, de Kouroussa, de Mandiana, de Sigiri, de Zerekore, de Massanta, de Beila, de Lola, de Gawal, de Kundara, de Leluma, de Telemele, de Boké, de Bofa, de Fria, vous comprenez, de Mamou. Tous ces responsables-là ont rejoint cette dynamique-là. Mais qu'est-ce qui reste encore à l'IFDG aujourd'hui? Au nom de qui parle-t-il? C'est ça que j'essaie de dire. D'abord parce que leurs mandats sont caducs. Ensuite, ceux qui constituent l'essentiel des membres de la direction nationale sont avec nous et travaillons avec le pouvoir du président Mamadi Doumbouya. Au nom de qui il parle finalement? Donc, si on vous comprend bien, monsieur le ministre, on peut donc s'attendre à voir d'autres cadres de votre parti politique rejoindre le gouvernement, c'est ça, ou bien Mais bien sûr, mais Baldé, c'est bien tous ça? les jours, ça se passe comme ça. Tous les jours, les gens prennent conscience qu'il faut tourner le dos à l'affrontement, qu'il faut contribuer à l'apaisement, qu'on peut s'opposer intelligemment, qu'on peut faire les choses sans violence, qu'on peut aider notre pays à avancer en acceptant le minimum de points de vue qui sont communs entre nous et à trouver les voies de rapprochement sur les positions qui sont divergentes. C'est cela le message fondamental. Il ne s'agit pas de quitter telle position pour telle position. Vous avez vu le secrétaire national de la jeunesse, que j'ai oublié de citer, M. Dr Doucouré, son adjoint, M. Barry Adabola. Mais toutes ces figures-là, qui sont des figures importantes, les secrétaires fédéraux de Dixine, de Ratoma, de Hamdalaï, toutes ces figures-là, de Manéa, de Koya, de Dibreka, tous ces gens nous ont rejoints. Allons au Congrès. Si on va au Congrès, comme on dit, one man, one vote, en ce moment, on aura la vérité. Mhm. Tout ceci-là, si on allait au Congrès, on allait finir avec ça au lieu de s'accrocher dans des compétitions juridiques, dans des affrontements juridiques, ça ne sert à rien. Laissons les conflits juridiques de côté, retrouvons-nous dans un congrès avec une liste de participants connus, des urnes transparentes. Les responsables et les militants de l'IFDG vont tracer la voie du parti. Monsieur C'est cela la démocratie. Je veux bien comprendre ce que vous êtes en train de dire. Quand vous dites que tous ces cadres vous ont rejoint, est-ce que ces cadres ont rejoint le ministre Ousmane Gawal ou bien ont rejoint le gouvernement? Les deux, vous savez, les deux sont... Non, ils n'ont pas rejoint le gouvernement parce qu'ils ne sont pas membres du gouvernement. Non, je Mais veux nous dire, tous, oui, général. ils rejoignent l'opposition Mhm. et ils rejoignent l'opposition. Ça veut dire que si demain, il y avait un choix entre les positions actuelles que nous adoptons et les positions de celles d'Alain, ils choisiraient sans aucun doute les positions que nous adoptons. C'est cela que ça veut dire. Mhm. Parce que d'un côté, il y en a qui veulent perpétuer la violence et les rapports de force et les conflits inutiles, et de l'autre côté, il y en a qui veulent l'apaisement et la participation à la gouvernance.
Mhm, mhm. Alors, dans ces conditions, est-ce que cette recomposition annonce donc la fin de l'UFDG historique autour de M. Dalen Diallo ou bien, selon vous, l'émergence d'un Mais non, nouveau mais leadership ça c'est fini. politique au Sénégal? L'UFDG autour de Sénégalais, ça c'est terminé. Hmm, Après, derrière, il peut se promener hein, pour dire ce qu'il fait, mais ça c'est terminé. Les militants ont pris conscience. Vous avez écouté la violence avec laquelle il a déclaré son amitié avec Alpha Condé. Ce n'est pas l'amitié qui nous révolte. Ce n'est pas l'amitié entre Alpha Condé et Sénégalais qui nous révolte. Non, c'est des êtres humains, c'est des Guinéens. Ce qui nous révolte, c'est de dire ça aujourd'hui, après avoir été incapable pendant 11 ans de trouver un compromis avec Alpha Condé pour apaiser le pays et aller de l'avant. mhm, mhm, C'est mhm, ça qui est choquant. Donc aujourd'hui encore, ils veulent maintenir cette division, cette fracture, cette tension dans le pays. On dit non, on n'est pas d'accord. On mhm, n'est pas d'accord. Maintenant, là, si vous avez des choses à dire, venez le dire. On va trouver un compromis, on va avancer. Par le dialogue. mhm. Par le dialogue. On ne veut plus que les gens maintiennent ce pays en tension perpétuellement au point de conduire à de la violence et à des décès de nos compatriotes. On ne veut plus de ça. Nous voulons l'apaisement, nous voulons le dialogue, nous voulons, et comme ceci est offert par le président de la République et le CNRD, nous l'acceptons. C'est pour ça que nous disons on est capable de travailler sous les autorités du président de la République et d'avancer avec lui sans créer. Et l'UFDG peut exister comme parti politique avec ses spécificités, mais tout en participant à la construction de la nation guinéenne. C'est ça que nous souhaitons. Mhm. Alors, nous sommes pratiquement au thème de notre émission, Monsieur le ministre. La toute dernière question et puis votre mot de fin. Certains disent que cette constitution a été conçue pour le général Mamadi Doumbia. Selon vous, il sera candidat? Est-ce que vous le savez ou pas? Non, moi, je ne peux dire ici que mon souhait de Mhm, voir le président Mamadi Doumbia continuer les immenses travaux qu'il a entamés dans ce pays. Vous savez, la candidature de Mamadi Doumbia, nous ne la réclamons pas comme ça pour des choses de propagande. Non. La réclamation là est fondée sur des observations et des choses qu'on peut évaluer. En 4 ans, nous sommes à plus de 2000 km de route bitumée. En 4 ans, toutes les préfectures de Guinée ont l'électricité et de l'eau. En 4 ans, on a multiplié par plus de 3 les bourses des étudiants. On a donné des bourses aux étudiants des enseignements techniques. On a multiplié quasiment par 2 le revenu des retraités, multiplié par plus de 10 les revenus de la fonction publique. Aujourd'hui, un ministre guinéen, un secrétaire général guinéen, un chef de cabinet, un directeur national guinéen n'a rien à envier à leur homologue du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de la France. On n'a rien à envier du point de vue du traitement. Il y a une lutte contre la corruption implacable qui est menée dans le pays. Il y a une croissance économique qui est de l'ordre de 7%. Il y a un PIB qui est maintenant la deuxième, la plus performante de l'Afrique francophone de l'Ouest. On est parti de loin. Les Guinéens observent ça tous les jours. Autrefois, quand un avion t'amenait à Conakry, c'est l'immensité de l'obscurité. Ce qui était contrastant avec ce qu'on pouvait observer en survolant Abidjan la nuit ou Dakar. Mais venez à Conakry aujourd'hui la nuit. Quelle beauté de voir ces ampoules scintiller dans un ciel comme ça. On se dirait où? Maintenant, on ne se gêne pas de dire oui, Conakry est lumineuse, elle est belle et propre. Bien sûr, il y a encore des travaux dans l'hygiène, la salubrité publique à faire, mais c'est pour justement pour continuer ces travaux-là que nous encourageons vivement le président de la République à continuer ce travail-là. Après, les gens peuvent dire que cette constitution, elle est taillée pour lui. Tant mieux. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de faire de la propagande. La réalité est que c'est une constitution. Une constitution ne peut pas être taillée pour un individu, quel qu'il soit, une personne, quelle qu'elle soit. mhm, La Constitution, c'est un document pour le peuple de Guinée. Après, je ne vois pas en quoi on peut chercher à la personnaliser et l'associer à l'image du chef de l'État. C'est mhm, pour ça que durant toute la campagne, nous n'avons pas voulu associer l'image du chef de l'État à cette campagne. mhm, Donc, on est resté, comme on le dit, éloigné de toutes ces questions-là pour que les gens ne disent pas Constitution également au Doumbouya. Maintenant, il y a des gens qui s'efforcent de faire ce lien-là. Malheureusement pour eux, le peuple de Guinée a su distinguer et s'est mobilisé et a adopté une loi. S'ils sont respectueux du peuple de Guinée, ils doivent quand même accepter sa décision. mhm. Parce qu'au final,
C'est elle qui sait ce qu'elle veut et qui choisit pour elle-même, pour lui-même. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cet entretien, j'allais dire franc et riche, sur les grands enjeux politiques actuels de la Guinée. Votre mot de l'espoir, ou bien de fin pour les auditeurs qui vous écoutent. Je dis simplement que c'est dommage que l'on considère que lorsqu'on n'est pas euh, choisi, lorsqu'on est en difficulté en interne dans son parti, qu'on choisisse de jeter le discrédit. Moi, j'ai tout entendu. Que j'ai suis payé pour détruire l'IFDG, que je suis ceci, je suis cela. Rien de tout ceci n'est vrai. L'UFDG aussi, j'ai une contribution forte dans ce qu'il est devenu aujourd'hui, dans ce que le parti, ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce qu'il est devenu. J'ai ma part de contribution là-dedans, comme de centaines d'autres personnes. Et surtout ceux qui ont perdu leur vie pour les idéaux que nous défendons dans ce parti. Nous n'avons pas le droit de nous laisser mourir. Ceux qui aujourd'hui s'évertuent à tuer l'UFDG, ils sont en train de tuer l'espoir dans ce pays. Nous n'accepterons pas. C'est un patrimoine commun pour lequel on s'est battu, pour lequel nous continuerons à nous battre pour qu'au final, le droit triomphe et que l'on sorte des calomnies et de la diffamation, du dénigrement, qu'on accepte le débat. C'est ce qui est fondamental pour séparer des gens. Mais quand vous parlez, il y a une horde de personnes payées pour insulter, dénigrer, humilier des gens. Ceci n'est ni la politique, ni la sagesse, ni l'éducation. Pour tous ceux qui connaissent l'Afrique et la Guinée en particulier. Donc, faisons l'effort de nous éloigner de ça, posons les débats publics, ayons le courage d'affronter ces débats. Moi, Monsieur Jacques, vous me connaissez depuis très longtemps maintenant. Je suis un homme de dialogue, je suis un homme de débat. Je n'ai jamais fui les débats politiques, devant n'importe qui. Donc, nous sommes déterminés à continuer sur ce chemin-là et à engager définitivement à faire en sorte que la Guinée puisse vivre en paix et que l'on puisse permettre à nos compatriotes de goûter la prospérité et le développement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et surtout portez-vous bien et au revoir. Merci.